Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo sont utilisés à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur « Attends, elle est passée où la fin du message ?» Ouais voilà, l'anime présent dans cette vidéo contient des scènes de violence explicites pouvant choquer et n'est donc pas recommandable aux personnes de moins de 18 ans. Vous savez, sur les 1616 séries animées sorties depuis 2004, que j'ai évidemment compté, j'ai pu constater plusieurs choses intéressantes. Mais comme j'ai été pris d'une folle envie sadofétichée, j'ai fait des statistiques, et on peut clairement voir que certains genres sont omniprésents, comme la comédie, l'action ou la romance. Certains sont récurrents, comme l'aventure, les mechas, les harems ou encore les hentai. Oui, il y a plus de séries hentai que de séries fantastiques. Et enfin, il y a les séries plus rares, comme celles sur l'horreur épouvante, ou encore celles qu'on aurait pu appeler les chefs-d'œuvre, mais ils ont eu la modestie d'appeler ça les thrillers. Non, sans déconner. Monster, Fate, Death Note, Code Geass, Kaiba, Fullmetal Alchemist, Puella-Magi Madoka Magica, Sun-Gate, Psychopath, Shingeki no Kyojin, Terraform Mars, Deadman Wonderland, Durarara, Hunter x Hunter, Mirai Nikki. Bref, si vous savez pas quoi regarder mais que vous voulez regarder au minimum un très bon animé, au mieux un véritable chef-d'œuvre, allez chercher dans les thrillers. Donc, comme j'ai toujours pas envie de parler d'un animé aux qualités discutables, on va parler d'un animé d'horreur épouvante. Et le premier qui me parle de Another, un animé Another-like, et j'utiliserai plus jamais ce terme parce que Another est autant un animé d'horreur épouvante qu'un spectacle de clown après une représentation équestre pour un échinophobe. Donc aujourd'hui dans Animronix on parle d'un animé d'horreur épouvante, thriller, romance, harem, hentai... Oui pardon, bref, on parle des saisons 1 et 2 d'Higurashi. Donc, Higurashi commence par une partie de baseball. Tiens, il va falloir que je me tienne au courant des nouvelles règles de ce sport. Non, plus sérieusement, l'anime commence en nous présentant ce qui va nous servir de personnage principal, Keiji, qui est un nouvel arrivant dans le village de Inamizawa. On nous fait rencontrer Reina, Mion, Satoko et Erika qui formeront le groupe que nous suivrons, en train de faire un pique-nique, former un groupe de jeu et un rendez-vous entre Keiji et Reina dans une montagne d'ordures. Donc après avoir vu ça, on s'attend peut-être à avoir un animé slice of life, comédie, romance un peu dans le style de Nonon Biori, sauf que c'est un animé d'horreur. Bon, je ne vais pas crier à l'arnaque parce qu'il y a quand même quelques éléments qui annoncent quand même la couleur. La scène before opening, quelques têtes qui te font questionner, le dialogue avec Tomitake, un nouveau personnage qui passait par là, et puis l'opening en lui-même qui représente un délire hallucinogène. Qui représente parfaitement la série en elle-même, mais j'y reviendrai plus tard. Mais avant d'aller plus loin, je me sens obligé de vous prévenir que mes connaissances en termes d'horreur sont très limitées, car n'étant pas forcément vraiment intéressé par ce genre d'histoire. Par conséquent, me proclamer expert de ce genre de série aurait autant de sens que d'espérer de Ribéry qu'il te fasse une phrase sans faute de grammaire. Cependant, il y a des codes voire clichés dans Higurashi qui nous font bien comprendre qu'on est dans un animé d'horreur pour te raconter une histoire d'horreur et pas une aventure, comme par exemple dans Berserk, Les Morts ou Shingeki no Kyojin. Par conséquent, on peut noter un cadre isolé, un groupe d'amis, des scènes de torture très souvent sanglantes, des screamers et des incohérences propres à ce genre de récit. Comme ce passage où je vous remets dans le contexte, le personnage principal se balade avec une hache, il croise un cadavre, sous le choc fait tomber la hache dans le sang de la victime, la ramasse et c'est à ce moment-là qu'un autre personnage le voit avec donc un cadavre à ses pieds et une putain de hache ensanglantée dans la main, le tout dans un lieu où ils sont seuls. Elle adopte donc la réaction la plus logique, la fuite, et que fait le personnage principal? Il la pourchasse avec la hache dans la main. Non, tu crois? Donc vous connaissez mon niveau dans les séries d'horreur, on va pouvoir s'attarder sur le scénario. Tout d'abord, la saison 1 se compose en 6 petits arcs narratifs de 2 à 5 épisodes qui sont tous composés de la même façon. A savoir que le premier épisode a un ton très léger qui pourrait presque être de la comédie, j'appelle ça les épisodes arnaques, et le dernier épisode de l'arc où on se rend compte de toute l'horreur de la série, j'appelle ça les épisodes chatons. Parce qu'une vidéo de chat tout mignon est très utile après avoir vu certains épisodes pour garder toute sa tête, donc voici la liste. Vous êtes prévenus. Et à première vue, ces arcs narratifs n'ont aucune cohérence entre eux, à part le fait que les personnages et le cadre spatial soient le même, puisqu'à la fin d'un arc narratif, si un personnage meurt, il réapparaîtra au début du suivant. Exemple, épisode 4, le personnage principal meurt. Début de l'épisode 5. Ah oui, si vous avez l'impression que vous venez d'être spoilé, ne vous en faites pas, puisque tous les personnages principaux meurent au moins une fois dans l'animé. Justement, les personnages qui sont incontestablement un gros point fort de cet animé, car tous sont bien développés avec une personnalité qui leur est propre, même pour les jumelles Shion et Mion. Et c'est d'ailleurs Shinon Sonoyaki qui termine ma Trinity of Yandere grâce à la première saison d'Higurashi. Mais dont je ne dirai pas grand chose de plus car pour le coup ça va vraiment devenir du spoil. Je disais quoi avant ça moi? N'importe quoi. Ah oui, tous les personnages ont une personnalité propre, ainsi qu'un statut propre au sein du village. Nouvel arrivant, fille de famille importante, fille de prêtre, sec de frappe, un couple que j'appellerai le couple Kenny, parce qu'il meurt à presque tous les arcs narratifs, avec l'apparition d'un nouveau personnage dans l'épisode 6 de la saison 2. Et vous inquiétez pas, on comprend facilement que c'est un personnage important parce que... elle a le même âge que le groupe de protagonistes qu'on connaît déjà. C'est tout ce que t'as à dire sur ce personnage?
Ouais, sauf que j'ai pas compris pourquoi ils avaient changé l'opening pour la faire apparaître dedans. Mais ce qui dérange, dans le bon sens du terme, c'est que dans la saison 1, la personnalité des personnages change complètement entre deux arcs narratifs, ce qui fait que des personnages que tu crois avoir cernés ont une personnalité vraiment surprenante par rapport à l'image que tu t'étais fait d'eux. Ce qui fait que tu ne sais pas de qui tu dois te méfier car il est la personnification de la malédiction, ce qui met une tension entre les personnages et une ambiance absolument géniale. Et justement, l'ambiance, on rappelle que si vous l'avez toujours pas compris, qu'on est bien dans un animé d'horreur, ce qui est déjà audacieux car transmettre ce genre d'émotion dans un média qui ne l'aide évidemment pas peut être considéré comme suicidaire. Et pour ce qui va suivre, c'est de l'interprétation personnelle. Pour qu'une série, en général d'horreur, se doit de faire pour atteindre son but, c'est-à-dire nous transmettre un sentiment de malaise, de dégoût ou de terreur, il y a selon moi 3 choses importantes pour véhiculer l'horreur. Les dialogues et interactions entre les personnages, les mises en scène de l'horreur et le cadre spatio-temporel. Après, je ne suis toujours pas un expert du genre horreur, et si vous trouvez que je raconte des conneries, je laisse les experts du sujet me détruire dans les commentaires. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Pour ce qui est du cadre spatio-temporel, si ce n'est pas de la dark fantasy où l'horreur est clairement personnifiée par les monstres et autres créatures, il nous faut un environnement peu étendu et isolé. Un village dans les montagnes fera amplement l'affaire, comme dans Higurashi ou Another. Exemple, quel est cet endroit? Une prison nord-coréenne. Perdu, un orphelinat. Et là? Une salle de torture. Perdu, la salle de déstock d'un temple. Et là? Un vestiaire pour aller sur une plage hawaïenne. Non, là c'était une salle de torture. Et dans un dernier cas, on peut véhiculer l'horreur par un environnement immense, désertique et vide, comme dans Ergo Proxy. Pour la mise en scène de l'horreur, il faut que ça soit cohérent, voire réaliste. Ça paraît évident, mais ouais, voilà. Dans une série, il y aura toujours un moment qui, quand on te parle de cette série, te vient directement en tête. Dans Full Metal Alchemist, personnellement, c'est la découverte de l'identité de la chimère, le lynchage public dans Psycho Pass, ou encore la découverte de l'extérieur dans Gurren Lagann. Et bien dans Higurashi, c'est pour moi impossible de penser à un moment précis, car il y en a au moins 4 qui me viennent à l'esprit. La crucifixion de Satoko, le suicide assisté de Rika, le premier et la joyeuse séance d'arrachage d'ongles. Même les moments de héroïsme à la Shonen Neketu sont ramenés de façon tellement violente à la réalité que ça pourrait presque être une parodie. Enfuyez-vous pendant que je les retiens, je les retiendrai au péril de ma vie. Bon, pour le cadre et la mise en scène c'est fait, il ne me reste plus qu'à parler des dialogues et de l'interaction entre les personnages. Pour les interactions entre les personnages, elles doivent être plus complexes que « Je t'aime donc je t'aide » ou « Tu as prouvé ta valeur à la malédiction, elle va te foutre la paix ». Non. Et les dialogues doivent avoir un second sens plus profond sans qu'ils fassent « Je sais quelque chose mais je te le dirai pas ». Et pour ça, Higurashi a des dialogues vraiment intéressants, dont un entre Keiji et Rika qui est absolument génial, avec une personnification d'une personne qui a provoqué la malédiction par un chat. Ça a l'air qu'on dit comme ça, et pourtant ce passage est génial. Mais si la saison 1 a vraiment pour objectif de raconter des histoires d'horreur uniquement pour raconter des histoires d'horreur sans lien les unes par rapport aux autres, la saison 2 essaye de faire survivre ses personnages, ce qui fait que l'ascenseur émotionnel est encore plus violent et arrive à aborder des sujets sérieux comme la lutte contre la fatalité ou à aborder subtilement la responsabilité familiale. Non, je déconne, c'est juste un prétexte pour faire de la violence gratuite. Tu vas savoir ce que c'est que d'être un moine tibétain. Donc attendez-vous à du suspense et des retournements de situation avec des explications sur l'origine de la malédiction, bien qu'elle soit complètement bullshit et qu'elle transpire la facilité scénaristique, même si je sais pas si on peut leur tenir rigueur vu le joyeux bordel qu'était la saison 1, et arrive à faire un lien entre tous ces arcs narratifs, mais ce serait un peu comme... Ah, casse-toi toi. Ouais, laissez tomber. Pour ce qui est de la forme et notamment le dessin qui est réalisé par le studio Dean qui est connu pour la première adaptation de Fate Stay Night, Log Horizon, Sankarea et surtout pour Rurouni Keijin, et bien que ce soit pas forcément moche pour une série datant de 2006-2007, on peut dire que les dessins ont mal vieilli. Les déplacements sur l'axe Z sont ratés, les extrémités, bras et jambes des personnages sont grossiers et qu'est-ce que c'est que ça ? Le tout avec une direction artistique un peu à la Enfeedlid, avec un mix de pseudo-mignons et de gore, ainsi que le chara-design des lolis avec leur tête plus grosse que leur corps qui peut nous faire croire qu'elles sont les filles de Yubaba dans le voyage de Chihiro. Mais on s'y habitue vite et on se rend compte que l'apparence de ces personnages accentue l'effet malsain de cet animé, et surtout par le regard des personnages. S'il y a des séries où les animateurs ont vraiment fait cracher l'angle de leur stylo pour faire en sorte que les yeux de leurs personnages soient magnifiques, ceux de Higurashi ne sont pas magnifiques, mais plutôt explicites, entre la joie, la terreur ou la folie démoniaque. Et justement, en parlant de folie démoniaque... ひなみざわの守り神様。ひなみざわを捨てて逃げ出そうとする人を絶対に許さない。私はそれを謝った。 C'est quoi cette performance de Seiyu? C'est censé être la folie là? Pour ce qui est des seiyuu, à part celle qui fait Satoko qui est particulièrement énervante, sinon ils sont excellents. Les performances de Soichiro Oshii dans le rôle de Keiji et de Satsuki Yokino dans le rôle de Miyone Shinon sont particulièrement bonnes. Mais surtout s'il y a une performance à retenir, c'est celle de Mai Nakahara dans le rôle de Reina. Qui est la seiyuu qui a fait aussi ce personnage. Autant te dire que dans Higurashi, elle arrive très facilement à te mettre mal à l'aise avec 2 lignes de dialogue. Malaise d'autant plus renforcé par les OST composés par le génial Keiji Kawai que vous avez déjà sûrement entendu à qui on doit l'intégralité des OST de la série qui sont aussi immersives que stressantes, surtout l'OST principal qui te met aussi à l'aise que si Kim Jong-un te chatouillait les pieds avec une fourchette. Et ensuite il y a les 2 openings qui, comment dire...
Ouais voilà, rentre facilement dans mon top 30 de mes openings préférés. Cet animé peut même te permettre de te prendre pour un kikou hashtag je parle japonais. Non. Si tu regardes des séries en VO, il y a des mots de vocabulaire qui vont te rester. Ça peut être lors d'un monologue où le mot est répété tellement de fois à la suite qu'il te rentre dans la tête avec la subtilité d'un marteau-piqueur sous LSD, comme dans Medaka avec le monologue de Munakata. Ou encore le fait de l'entendre tellement de fois tout au long de la série que tu sais ce qu'il veut dire à la fin, comme dans la série des Monogatari avec le... Dans High School DxD c'est... Et Mirai Nikki ne compte pas. Et bien dans Higurashi c'est... Parce que outre le fait que c'est un mot qui revient plusieurs fois dans l'anime, c'est la façon dont il est dit qui te le fait retenir. Si je devais conclure maintenant, je dirais que c'est sans doute l'un des meilleurs animés de tous les temps, malgré l'aspect des dessins un peu démodés. Cependant, à ma grande surprise, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas aimé cet animé, et c'est surtout pour les deux raisons suivantes. La première raison des personnes qui n'ont pas aimé Higurashi, c'est parce qu'ils se sont fait avoir sur la nature de cet animé, qui semble être un animé de comédie romantique, etc. Et qu'ils sont tombés sur des trucs comme ça. La deuxième, c'est que les différents arcs narratifs de la saison 1, avec lesquels, j'accorde, il est difficile de faire des liens entre eux, pour une raison très simple. Il y en a pas. Sauf deux qui s'appellent entre eux, vous comprendrez très vite c'est lesquels. En tout cas pas dans la saison 1, le lien se fera au cours de la saison 2, mais c'est tiré par les cheveux et l'apparition du nouveau personnage y est pour quelque chose. Pour ce qui est de la première raison, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder quel genre d'animé il s'agit avant d'aller le voir. Et pour la deuxième raison, dites-vous que c'est encore plus effrayant sans avoir l'explication et considérer que c'est une multitude de petites histoires d'horreur. Donc malgré les remarques qu'on peut faire sur Higurashi, aucune ne remet en cause les qualités du scénario ou l'ambiance de l'animé, et par conséquent je continue de le considérer comme l'un des meilleurs animés de tous les temps. Pour conclure, c'est décidément pas un animé que je peux me résoudre à proposer de regarder à tout le monde. Je pense à la première fois que j'ai montré la scène de la mort de Rika à un ami, sa réaction a été « Wouah, mais c'est trop bon! Attends, je vais te montrer une autre vidéo. » Par souci pour votre santé mentale, je ne vous montrerai pas la vidéo qu'il m'a fait voir, mais sinon c'est un ami normal. Quand il dort. C'est par conséquent un très bon animé, la saison 1 est grandiose et peut se suffire à elle-même si vous voulez un vrai animé d'horreur, car le fait de ne pas avoir l'explication entre les arcs narratifs accentue l'effet d'épouvante, mais si vous voulez une explication, il faudra regarder la saison 2. Faut leur dire qu'il ne faut pas aller voir le synopsis de la saison 2 pour ne pas qu'ils se spoilent l'importance de certains personnages sous-exploités dans la saison 1. Ouais, on aurait pu le dire. Voilà, c'était ma critique sur Higurashi. Si elle vous a plu, je vous propose de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo si l'envie vous prend. Je laisse les experts de l'horreur me détruire dans les commentaires, et vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et ah oui, Facebook, j'ai encore oublié. Sur ce, Nippon Banzai!